Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation à ce congrès. Je suis très honoré de pouvoir intervenir à cette table ronde. Vous dire que je partage la plupart pour pas dire la quasi-totalité de ce qui a pu être dit, y compris, à commencer par ce qui a été dit par Vincent Renard, puis après par les doyens et la DGOS. Moi, il y a un constat que je fais. Alors, je suis venu avec ma double casquette de passionné de santé publique côté politique et puis de médecin. Donc, je me suis dit, on va quand même faire un peu de constat, un peu de diagnostic de la situation, puis ensuite essayer de discuter ensemble d'un certain nombre de pistes thérapeutiques. Du coup, dans une démarche scientifique, comme je sais que je venais devant des enseignants de médecine générale, je me suis dit, on va essayer de sortir quelques chiffres statistiques. C'est assez intéressant. Le volume de la consommation de biens et de soins médicaux dans notre pays, on considère qu'il augmente. On a tous tendance à se dire qu'il augmente. Et c'est vrai qu'il augmente de 2,5% par an, ce qui n'est pas négligeable. Et pour moitié, il augmente en raison de la croissance de la population et du vieillissement de la population. Mais il y a une donnée statistique qui m'a énormément surpris, qui a été publiée par l'assurance maladie l'année dernière et qu'il faut pouvoir repérer quand on regarde le site internet Carto Santé, c'est qu'on est passé en une petite dizaine d'années, entre l'année 2000 et l'année 2014 dans notre pays, d'une moyenne de 4,8 consultations de médecine générale par an par habitant à 4,1 consultations de médecine générale par an et par habitant. Ça fait une baisse de 15% de l'activité de médecine générale en termes de consultation dans notre pays en 13 ans, quand on regarde ces statistiques-là. Ça veut dire que la France serait ramenée à sa consommation de soins de 1990. La baisse théorique est d'autant plus forte qu'à cela, il faut rajouter les conséquences du vieillissement et de la croissance de la population qui aurait dû faire augmenter au contraire cette consommation. Il y a un transfert partiel qui se fait vers l'hôpital, dont l'activité de consultation et de soins externes augmente de 9% par an, mais on se rend compte dans les études que cette baisse d'activité en global, en termes de la baisse de consommation de soins de médecine générale, n'est pas compensée ni par une augmentation de la durée des consultations, ni par un transfert vers les spécialités d'organes, ni par un changement des stratégies thérapeutiques. Alors que pourtant, les médecins généralistes, dans les études qui sont faites par l'IRDES et l'adresse, travaillent toujours autant, au-dessus de 57 heures par semaine, même si l'activité s'est un tout petit peu réduite de l'ordre de 4% environ depuis l'an 2000. Ça veut dire qu'il y a quand même une très grosse stabilité de cette activité. C'est clair que les médecins généralistes sont moins nombreux à effectuer des soins premiers, des soins primaires de façon exclusive, et on constate que 37% des médecins généralistes, 5 ans après la première inscription au Conseil de l'ordre des médecins, exercent sous forme de salariat autre chose que de la médecine de soins primaires, ce qui veut dire qu'il y a un taux de fuite de la filière de soins primaires qui ne cesse d'augmenter. Et puis il y a un problème démographique qui est devant nous et qui est durable, puisque en dépit de l'augmentation du numerus clausus qui a été opéré il y a quelques années, le nombre de médecins en croissance qui arrive chaque année ne permet pas de compenser la baisse de l'effectif global. Donc quand on regarde ça, on se dit effectivement il faut absolument agir. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. Il y a eu la structuration de la filière de médecine générale qui était un point extrêmement important. Moi je suis ravi, d'autant plus que la création de la sous-section du CNU de médecine générale a été annoncée par Geneviève Fioraso, dont je suis le suppléant, donc j'étais doublement satisfait de cette décision. Et on voit qu'il y a une augmentation progressive du nombre d'enseignants de médecine générale. Puis il y a une vraie appétence qu'on sent chez les jeunes. Moi je le vois, je travaille à l'hôpital, chez les externes, chez les internes. On voit qu'il y a une appétence aussi pour aller développer de la médecine générale universitaire. Alors moi les propositions, elles seraient plutôt de 3 ordres, un peu à l'instar de ce que vous avez dit tout à l'heure. D'abord des propositions sur la formation. Il est évident qu'il faut renforcer les moyens de la filière universitaire, tant du point de vue de la formation que de l'innovation organisationnelle, que du point de vue de la recherche. Moi, je n'ai pas de tabou sur la question du numerus clausus. Je rejoins ce qu'a dit Jean-Luc Dubois-Randé. Moi, je considère que le numerus clausus, aujourd'hui, c'est un peu le doudou des pouvoirs publics. On l'a encore vu aujourd'hui, puisqu'on a une annonce d'augmentation de 480 médecins formés par an. On peut se dire que c'est formidable. On peut aussi regarder les chiffres. Chaque année, on forme un peu moins de 7000 médecins dans notre pays. Et pendant ce temps-là, il y a 4000 médecins français qui sont en train de se former dans les pays de l'Union européenne et qui reviendront s'installer avec une équivalence de diplôme en France. Nous avons aussi des chasseurs de tête qui sont payés par les collectivités et qui vont en Roumanie ou ailleurs chercher des médecins pour nos campagnes et parfois même pour nos hôpitaux. Ça existe encore. Moi, j'avais reçu le médecin roumain de la santé il y a quelques années au Parlement qui me disait « Vous êtes sympa, mais c'est pas très éthique ce que vous faites parce que nos déserts médicaux, à nous, c'est 150 km. On paye 40 000 € pour former un médecin roumain et vous envoyez des chasseurs de tête pour nous les prendre. » Je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion européenne en termes de démographie médicale. Je regarde aussi qu'en 1970,
un petit peu avant l'instauration du numerus clausus, on formait plus de 10 000 médecins par an dans notre pays. On en est aujourd'hui à un peu moins de 7 000, alors que la population a augmenté de 15%. J'entends et j'ai toujours porté l'argument de la saturation des capacités de formation. J'ai toujours entendu cet argument et je le partage. Maintenant, je me dis, à Grenoble, on a mis au point l'apprentissage en première année par DVD. Je crois que ça marche plutôt pas mal. On a même amélioré le recrutement et la diversité sociale des étudiants en médecine. On a les MOOCs qui existent aujourd'hui. On a l'apprentissage par simulation qui se fait partout dans les pays de l'OCDE, qui se développe dans certains hôpitaux français, je pense à Angers notamment. On peut diversifier les méthodes d'apprentissage de la médecine. Je pense aussi à tous ces terrains de stage qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Enfin, moi, je ne trouve pas normal, pendant tout un internat de neurologie, on en parle pour la médecine générale, mais moi qui ai fait tout mon internat de neurologie à Grenoble, je n'ai jamais mis les pieds de ma vie dans un cabinet de neurologue. Je considère que j'avais peut-être vocation aussi à apprendre une partie de mon métier auprès de ceux qui constituent 50 à 60% du corps de médecins en activité. Donc, moi, je crois qu'il faut bouger les lignes sur ce numerus clausus. Par contre, il ne faut pas le supprimer. Je dis ça devant les doyens un peu taquins, mais si on supprime le numerus clausus, on va avoir inévitablement un certain nombre de facs qui vont réduire les voilures. Et je pense que ce n'est pas l'objectif. Donc moi, je propose qu'on transforme le numérus de plafond en plancher. On forme au minimum 7000, et s'il y a des facs qui veulent s'engager sur la voie de la diversification des méthodes de formation, pourquoi pas. Je vous ai dit sur la diversification des terrains de stage, c'est aussi un point important. Valoriser les maîtres de stage, c'est évident. Moi, quand j'étais à l'internat de médecine dans les activités syndicales, on travaillait avec la fac pour essayer de recruter des maîtres de stage. C'est pas toujours évident, et je comprends que ce soit pas toujours évident parce que c'est quelque chose qui prend du temps et que ce qui prend du temps doit être valorisé et reconnu. Deuxième type de proposition sur l'exercice. Évidemment, il faut de la pluridisciplinarité. Évidemment, il faut diversifier les maisons de santé pluridisciplinaires. J'entends que les positions bougent sur cette position. Sur ce point-là. En 2008, je participais aux États généraux de l'organisation de la santé, du côté syndicaliste médical. Et j'entendais à l'époque des syndicats, notamment la CSMF, pour ne pas la citer, qui avaient quitté la table en disant « vous ne nous forcerez pas à travailler de façon regroupée ». Aujourd'hui, les discours ont changé, puisque l'année dernière, les mêmes syndicats nous disaient « il nous faut davantage de maisons de santé, il faut davantage investir, puisque l'exercice regroupé, c'est l'avenir ». Donc ça veut dire que les positions évoluent. En matière de pratiques avancées aussi, je crois qu'il faut que ça bouge. On est le seul pays d'Europe qui a aussi peu de délégation de tâches, aussi peu de transfert de tâches vers des professionnels paramédicaux compétents. Et moi, je vais vous dire un truc, je pense que la responsabilité, elle relève des pouvoirs publics. Parce que moi, je partage l'inquiétude, voire la colère des médecins. Lorsqu'on aborde la question des pratiques avancées, c'est toujours petit acte par petit acte. L'année dernière, c'était la vaccination par les pharmaciens, c'est-à-dire qu'on va toujours prendre des actes courts, des actes qui permettent à des médecins généralistes de compenser aussi le fait qu'il y ait certains actes longs qui sont payés 23 €. Et les médecins ont l'impression qu'on va les déshabiller en leur prenant acte technique par acte technique. Si on envisage la question des pratiques avancées sous cet angle-là, on échouera systématiquement. Donc je crois qu'il faut plutôt penser le cadre relationnel entre les médecins et les paramédicaux et que la pluridisciplinarité pourra le permettre. Troisième type de proposition, les parcours de soins. Ça a été un peu dit tout à l'heure, on vit une époque des maladies chroniques et vous avez aujourd'hui des silos, le silo hospitalier avec les paiements à l'activité, la T2A, et le silo de médecine de ville payé à l'acte. Et vous avez un malade avec une coordination qui se fait bon an, mal an. Quand on parle de parcours de soins, tout le monde est absolument open pour en discuter. Tout le monde, tous les professionnels de santé disent oui, il faut améliorer les parcours. Donc on commence à discuter et puis on dit, bon, première question, qui va être le coordonnateur du parcours ? Le médecin généraliste dit écoutez, c'est moi, dans la loi, je suis le médecin pivot du patient, c'est moi qui vais être coordonné le parcours. L'infirmière libérale dit moi, je vais au chevet des gens, des patients chez eux, c'est moi qui vais pouvoir interpeller les médecins, laissez-moi changer mon exercice. Vous avez le spécialiste d'organes qui va dire moi je suis endocrinologue, excusez-moi, mais le diabète ça me connaît, je vais être le coordonnateur et je vais travailler en lien avec le médecin traitant. Vous avez l'hôpital qui dit mais attendez, c'est moi le plateau technique et j'ai les capacités de faire avec du personnel diversifié, donc je vais coordonner. Et vous avez même les pharmaciens d'officine qui lèvent la main en disant mais nous on cherche un truc à faire dans le parcours, donc on est tout à fait d'accord pour coordonner les choses. Et à la fin tout le monde se quitte bons amis au bout de 3 heures et on n'a pas évolué sur cette question. Donc je crois qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe ailleurs, et notamment dans les pays anglo-saxons, dans les pays du nord de l'Europe aussi, et aux États-Unis, où ils ont mis en place des parcours qui ne sont pas des trucs imposés, pas des grosses machineries étatiques qui viennent de l'ARS ou qui viennent du national, où on vous explique comment bosser. C'est plutôt des crédits de financement
qui sont disponibles dans les territoires pour qui veut faire preuve de bonne volonté ou qui est intéressé pour avancer en matière de parcours. Et là, pour la coordination, parfois ce sont des associations, parfois ce sont des privés, parfois ce sont des médecins, et ça fonctionne plutôt pas mal. Un exemple, dans l'Utah, alors ils sont mormons, donc ils sont très disciplinés probablement, mais 80% de la population de l'Utah relève de parcours de soins, payés à l'épisode de soins, ce qu'on appelle les bundle payments, et ils ont des résultats fantastiques, puisqu'en 8 ans, la prise en charge des maladies chroniques a été bouleversée. Vous n'avez pas une journée sans que les libéraux et les hospitaliers travaillent ensemble à l'amélioration de la congruence des échanges entre eux. Vous avez du care management avec des infirmières spécialisées qui vont appeler les malades qui sont atteints de pathologies chroniques, qui vont servir des nouveaux outils de communication. Il y a la télémédecine, il y a la téléexpertise, les outils connectés, qui sont capables d'améliorer vraiment de façon profonde. Juste un chiffre, moi j'étais étonné. Aux États-Unis, un patient insuffisant cardiaque de 65 ans avec un niveau de compréhension plutôt faible de sa pathologie, jusqu'ici passait 12 jours par an, alors ils ont des super études statistiques, c'est très beau, il passait 12 jours par an à l'hôpital et ça coûtait 45 000 $. Au bout de 8 ans, ils passent 2 jours à l'hôpital et ça coûte 5 000 $. Et là où ils sont intelligents, c'est que l'argent qu'ils ont réussi à ne pas mettre dans les dépenses de santé inutiles, au lieu de le récupérer en disant on a fait une économie, ils investissent tout dans le dispositif. C'est-à-dire qu'ils sont capables de payer les équipements, ils sont capables de payer des secrétaires, ils sont capables de former des infirmières cliniciennes. Et moi je crois que c'est un avenir qui est quand même intéressant et qui peut aussi bouleverser nos pratiques de soignants, que ce soit les vôtres ou la mienne. Et puis dernier panel de propositions, des propositions qui relèvent de l'administratif. Je crois qu'il faut permettre aux médecins de faire de la médecine. Et qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas rajouter des contraintes et des contraintes et des contraintes administratives. C'est pas du tout démago de dire ça, je le constate auprès de tous mes copains qui font de la médecine en cabinet. Il y a trop de trucs qui sont rajoutés. Il faut simplifier les choses. Il faut vous demander de vous concentrer sur l'exercice de la médecine. Si vous avez de l'énergie pour développer des projets, écoutez, c'est tant mieux, il faut être là pour vous aider, vous accompagner, mais pas vous demander de remplir des paperasses. Et puis de la souplesse dans un certain nombre de critères. Je pense notamment à la permanence des soins. Il y a peut-être des gens qui ont envie de faire la permanence des soins dans leur territoire, ça fait sens, jusqu'à 10 h du soir, mais qu'après, ils n'ont peut-être pas envie de continuer jusqu'à 1 h du matin, il vaut mieux les laisser faire ça plutôt que de forcer les gens à bosser jusqu'au bout de la nuit, alors que ce n'est pas forcément utile. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on mette un peu d'eau dans nos vins en matière de politique publique. Mais voilà, moi je suis convaincu que ça émergera. Longue vie à la filière de médecine générale universitaire et bienvenue à Grenoble.